apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. Je vous amène avec moi à la découverte de profils et de parcours inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Si vous aimez la colle, cet épisode ou tous les épisodes, j'ai besoin de vous. Un like, 5 étoiles, un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, voilà qui m'aidera grandement, qui aidera la colle à se faire connaître. Allez, c'est parti, nouvel épisode. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, nous allons parler de la France avec un grand F, d'un nouveau modèle qu'on pourrait imaginer pour la France. Et pour ça, mon invité du jour est David Jaiz. Bonjour David. Bonjour. Alors, il y aurait plein de trucs à dire. Moi, je voulais juste partager avec toi une citation parce que je pense qu'on a une passion en commun pour Jean Monnet. Et c'est une citation qui dit « Ce n'est pas l'impossible qui pourrait demain nous désespérer, mais l'idée lancinante du possible que l'on n'a pas osé atteindre. » Et clairement, je pense que c'est le sujet de notre échange aujourd'hui. Puisque tu es l'auteur d'un bouquin qui s'appelle « Le nouveau modèle français » qu'on va évoquer. Mais avant ça, David, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Oui, alors moi je m'appelle David Jaiz. Jaiz donc. Voilà, avec un diphtongue. Oui. Il y a un tréma sur le i. J'ai 30 ans, bientôt 31 ans. J'ai grandi à la fois dans le sud-ouest, dans une ville que j'aime beaucoup qui s'appelle Agen. Oui. Et puis au Maroc aussi, parce que mon père et ma mère d'ailleurs étaient enseignants au lycée français de Casablanca. D'accord. Tu es resté longtemps 6 ans. Ah oui, 6 ans. Ouais, oui, ça marque quand même. Oui, ça marque. Ouais. Ça a été une expérience importante pour moi. Ouais. Donc je suis à la fois un gamin de la province, ouais. Et puis aussi du grand large. Je dis ça parce que mon papa est originaire d'Algérie. D'accord. Il est en France à l'âge de 23 ans. Ok. Pour finir ses études. Et puis j'ai fait des études littéraires puisque j'ai fait des prépas, j'ai fait une cagne au lycée Henri IV, j'ai fait une normale sup. Ouais, attends, arrête-toi 2 secondes. Une cagne à H4, parce que c'est comme ça qu'on dit. Exactement. Ça veut dire que t'étais dans les top performeurs des lycéens. Ah oui, j'étais premier de la classe. C'est sûr, mais après il faut une vie pour se débarrasser de ça, de cette étiquette du premier de la classe. Ouais. Parce que cette étiquette du premier de la classe qu'on vous met sur le front en France, elle ne comporte pas que des choses positives. Parce que ce qu'on valorise en France dans l'excellence scolaire, c'est des choses très académiques. Mais il y a un contact avec la vie, il y a une intelligence des situations, il y a une créativité qui n'est pas toujours là dans nos formations élitistes. Donc moi, je passe une vie à essayer de t'en débarrasser. Voilà, me débarrasser de ça. Et puis, donc moi, j'ai fait des études de philosophie, j'ai fait une maîtrise sur Hobbes. D'accord. Oui, un master 2 de philosophie politique. Voilà, sur Machiavel. À la Sorbonne. Puis j'ai passé une année à Princeton, donc aux États-Unis, dans le de théorie politique. Comment s'est fait la connexion avec Princeton ? Bah ça, quand on est à Normal Sup, on a un réseau d'universités partenaires qui est super, donc ensuite on postule pour partir comme lecteur de français ou comme visiting student. C'est génial comme truc. Comme ça. Et puis moi à Princeton, il y avait un département de sciences politiques qui m'intéressait beaucoup parce que j'avais travaillé sur la genèse de la théorie politique moderne chez Hobbes et chez Machiavel, qui sont quand même chacun dans leur registre les deux grands penseurs de la modernité politique. Et puis il y avait un professeur à Princeton qui s'appelle Philip Pettit, qui est un professeur irlandais, qui a failli devenir moine d'ailleurs au début de sa vie d'adulte, qui est un spécialiste du républicanisme.
et qui a été l'un des animateurs de ce qu'on a appelé le courant néo-machiavélien dans les années 80. Oh, je savais même pas qu'il y a un courant néo-machiavélien. Normal, il a jamais passé les portes de l'université. Ok. C'était très rassurant, confiné, si j'ose dire. Oui. Et ce courant néo-machiavélien, en fait, c'était une tentative de fonder une troisième voie entre le libéralisme anglo-saxon, qui était même devenu le néolibéralisme, et le communisme. D'accord. Et c'était en fait de dire, voilà, au moment où on a jeté les fondations de la modernité, notamment dans la Florence de Machiavel, c'est la Florence du XVIe siècle, et puis ensuite dans la Hollande du XVIIe siècle, dans l'Angleterre du XVIIe siècle, puis dans la France et ce qui allait devenir les États-Unis au XVIIIe, eh bien le libéralisme était encapsulé dans une certaine conception de la vie de la cité et une certaine conception de là où devait se tenir l'humanité. Hein, le fait d'être un être humain accompli en quelque sorte. Et ces auteurs essaient de repartir de ces sources-là, donc de Machiavel à Harrington, en passant par les pères de la Constitution américaine, pour dire il existe une tradition philosophique qui a été enfouie, qui a été recouverte par le libéralisme. Et cette tradition philosophique, c'est le républicanisme. Et donc moi, ça m'intéressait de creuser ça. D'accord. Et donc je voulais faire une thèse de philosophie politique, puis j'étais un petit peu rattrapé par la réalité, j'ai bifurqué, j'ai préparé l'ENA. Bêtement. Peut-être bêtement, mais bon, il faut pas avoir ça reste une belle institution, l'ENA. Ça reste intéressant en tout cas pour ce que j'y ai appris du fonctionnement de l'État. Donc Puis t'es de la promotion George Orwell. Oui. Ce qui est génial, ça. D'ailleurs, ça a fait tousser beaucoup de préfets. C'est vrai. Très sérieux, qui trouvaient que c'était quand même un petit peu insolent de baptiser une promotion de l'ENA George Orwell, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Et en fait, après l'ENA, j'ai eu la chance de pouvoir choisir le corps, voilà, comme on dit, enfin le corps et puis le service. Et j'ai choisi un peu à la surprise générale l'inspection des finances. Mais alors attends, je t'arrête 2 secondes parce que moi, dans mon imaginaire, déjà pouvoir choisir, ça veut dire que t'es pas dans les derniers. Dans ce qu'on appelle la botte, c'est-à-dire les 15 premiers. Voilà. Et si, justement, pour choisir l'inspection des finances, faut vraiment être, dans les tout premiers. J'étais 6e, si tu veux tout savoir. Ok. Et j'ai choisi, contre toute attente, l'inspection. Tout le monde me disait, il faut absolument que tu ailles au Conseil d'État, c'est là que vont les littéraires, les normaliens, etc. Mais moi, je sentais que faire du droit toute la journée, ça allait m'ennuyer. Je peux comprendre, je peux compatir. Ouais, et puis ce qui est intéressant quand même avec l'inspection, c'est que ça fonctionne un peu comme un cabinet de conseil pour l'État, c'est-à-dire il y a des réformes à préparer, il faut évaluer des dispositifs, il faut rencontrer des gens, on passe un peu au scanner des politiques publiques. Et donc en 3 ans là-bas, moi j'ai quand même travaillé sur la filière spatiale, sur les outre-mer, sur le numérique dans l'éducation, sur la fiscalité des t'as pu démultiplier les sujets en fait. Ouais, et ça c'est un peu comme quand on est, j'imagine, jeune consultant chez Roland Berger ou chez McKinsey. On voit plein de sujets. Et on devient un peu couteau suisse. C'est ce que je voulais être, mes couteaux suisses du côté de l'État. Et puis après ça, j'ai passé presque 2 ans dans une institution qui s'appelle l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui en fait a été créée à la demande du président de la République et qui rassemble plusieurs institutions, parmi lesquelles la DATAR, donc qui était c'est un vieux truc ça, la DATAR. Ça a été créé dans les années 60 sous De Gaulle, donc la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, mais aussi ce qu'on appelait avant l'ACCE, l'Agence pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui s'occupe de politique de la ville, mais plutôt sous l'angle mobilité sociale, égalité des chances, plus que sous l'angle territoire, donc plutôt les individus que les territoires. Et puis aussi l'Agence du numérique, qui a rejoint le périmètre de la NCT. Donc l'Agence du numérique, c'était un service de Bercy qui s'occupait notamment du très haut débit dans la ruralité, de l'inclusion numérique. Et tout ça, en fait, était très hétérogène. Et l'objectif, c'était de développer une culture de travail en commun entre des univers qui sont quand même très différents. Parce que l'Agence du numérique, c'est plutôt des ingénieurs. La DATAR, c'est vraiment... Oui, puis c'est des silos. C'était des silos. C'était des silos. Et moi, j'étais là comme directeur de la stratégie. Donc, avec plusieurs missions. D'abord, essayer de développer des projets pour... créer la culture de transversalité, et puis faire un peu d'intrapreneuriat, c'est-à-dire monter des projets qui rendent service et qui n'existaient pas dans l'État. Et donc, entre autres, je vais pas être trop long, mais j'ai créé une académie des territoires avec Sciences Po qui vise à former en fait les maires, les présidents d'intercommunalités à toutes les problématiques de transition climatique,
démographique, numérique, démocratique aussi. Parce que on se rend compte que ces maires, ces présidents d'agglo, ils ont énormément de responsabilités, énormément de pouvoir, mais qu'ils ont ils sont pas formés pour. Ouais. Ils pourraient faire énormément de choses pour l'adaptation au changement climatique, par exemple. Et ils en font déjà. Mais ils n'ont pas toujours les outils pour le faire, et ils sont un peu le nez dans le guidon, captifs de leurs services administratifs, qui eux sont pas toujours, on va dire, aussi créatifs que on aimerait qu'ils le soient. Ouais, bah ils gèrent le quotidien aussi. Et oui, c'est une tâche de l'administrateur. Mais on a fait beaucoup pour la formation des fonctionnaires dans les collectivités, mais je crois qu'on n'a pas assez fait pour la formation des élus. Et un élu, c'est comme un CEO dans une entreprise, c'est quand même celui qui a la vision stratégique. Donc si on l'aide à affiner sa vision stratégique et à développer son leadership sur ces sujets émergents, eh bien les projets, les politiques qui seront portés n'en seront que meilleurs. En tout cas, c'était le pari, et ça marche du feu de Dieu, parce que la première promotion est en train de terminer ses travaux, c'est un certificat de 100 heures, et il y a déjà beaucoup d'appétence pour les promotions suivantes. Donc je suis assez fier d'avoir réussi à créer des choses un petit peu entrepreneuriales comme ça, dans cette espèce de mastodonte qu'est l'État aujourd'hui. Puis la transversalité, ça rappelle Jean Monnet. Absolument. Parce que c'est comme ça qu'il a construit le plan. Je ne connaissais pas la citation de Jean Monnet que tu as mentionnée. Elle est belle. Mais je la trouve très belle, et elle s'applique très bien à notre époque, c'est-à-dire on fait face à des défis titanesques. Le premier d'entre eux, c'est évidemment le réchauffement climatique, et en même temps, on sait qu'il existe un chemin. Ce chemin, il est escarpé, il est très étroit, mais il est là. Et il y a une citation que dit souvent ma grand-mère, et à laquelle j'adhère, c'est il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Ouais. Et donc je pense que si on met pas en œuvre tout ce qu'on peut mettre en œuvre d'intelligence collective, de coopération, d'innovation, de créativité, d'abnégation, tout ce dont l'humanité est capable quand elle est à son meilleur, on aura des regrets. Le constat, alors je sais pas si c'est un constat d'ailleurs, mais c'est de dire que le modèle français n'est plus que l'ombre de lui-même. Tu écris, je me suis noté cette phrase, il est pris au piège entre un présent insatisfaisant et un futur angoissant. Et puis quand on interroge les Français, ils sont tous individuellement, ils sont plutôt heureux, mais collectivement, ils ont l'air à peu près désespérés, entre déclin, décadence, déchéance. Même tu écris, et effectivement, plus les crises passent, plus on pourrait se dire que il y a quelque chose de pas pourri au royaume du Danemark en l'occurrence, mais pour citer Shakespeare, mais qu'il y a un nouveau modèle peut-être à imaginer. Comment t'en es arrivé? Est-ce qu'il y a eu une épiphanie, toi, sur ce constat qu'il fallait vraiment changer le modèle au-delà de la tarte à la crème sur l'écologie, mais c'est plutôt la sédimentation de longues années de réflexion et d'observation sur le terrain. Ouais. Je me dis, la France, quand on la regarde de l'extérieur, tout le monde dit que c'est un pays merveilleux. Tu parles avec des Américains, avec des Chinois, avec des Japonais, avec des Portugais, et tout le monde te dit c'est formidable, vous avez des paysages extraordinaires, vous avez des infrastructures, on peut tout faire quasiment en train, en TGV, tout est à portée de main. Je veux dire, la France est comme dit mon ami Pierre Veltz, c'est une métropole distribuée, c'est-à-dire que tout est à 3 ou 4 heures de train à peu près. Il y a un savoir-faire, il y a un art de vivre, il y a une histoire. C'est le plus vieil État-nation d'Europe avec l'Angleterre. Et donc les gens la voient comme une sorte de pays de cocagne, malgré tout. Alors oui, il y a des tempêtes sociales, c'est un pays tumultueux, mais ça fait presque partie. C'est le pays des ronds-points et des gilets jaunes. C'est le pays des explosions de colère, mais en même temps, ces explosions de colère, elles s'inscrivent dans une mythologie politique et littéraire qui rendent la France aussi exaltante aux yeux du monde. Et pourtant, il y a un pessimisme collectif. C'est-à-dire que les gens vivent une vie qui est plutôt satisfaisante sur le plan matériel. Alors je veux pas du tout nier le fait qu'il y a beaucoup de précarité, et qu'on voit en ce moment d'ailleurs avec la facture énergétique qui explose, avec ce qu'on appelle les dépenses contraintes, le loyer, la voiture, etc. Des gens dont l'eau est en train de monter jusqu'au cou. Ça commence à serrer un peu, ouais. Ça crée de la frustration et de la colère. Mais malgré tout, on est quand même un des pays les plus avancés du monde, sur le plan matériel, mais aussi sur le plan social. Et il y a un vrai écart qui, pour moi, est un mystère entre une vie individuelle plutôt satisfaisante, parce qu'il y a aussi cette civilité française, cet art de vivre, cette culture de la famille, de l'amitié, des relations, et
un regard collectif sur l'avenir qui est très sombre. Et l'hypothèse qui est la mienne, c'est que peut-être plus qu'aucun autre pays, la France est entièrement configurée par la politique. C'est-à-dire que notre lien social depuis 1789, depuis que nous avons coupé la tête du roi en 1793, c'est un lien de citoyens égaux. C'est-à-dire que nous sommes des Français parce que nous avons décidé à un moment de bâtir une république égalitaire, fraternelle, dans laquelle puisse advenir la liberté. Et donc, nous sommes presque d'abord une république avant d'être une société, ou plutôt notre société est configurée par cette ambition révolutionnaire de 1789, alors que le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, c'est d'abord des sociétés. Ok, ouais, je vois. Si, je comprends. Et donc, quand le lien politique est en crise, comme il l'est depuis une quarantaine d'années, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, ça a un impact sur notre être social, c'est-à-dire notre vie collective, notre vie en tant que Français, beaucoup plus fortement que dans d'autres pays, parce que les secousses et les chocs de la mondialisation, les secousses et les chocs du réchauffement climatique, ils concernent tous les pays du monde. Nous sommes tous concernés par la montée des inégalités dans les pays occidentaux depuis 40 ou 50 ans. Et j'irais même jusqu'à dire que la France est plus épargnée que le Royaume-Uni ou les États-Unis. Sur certains aspects, oui. Il y a des amortisseurs sociaux qui sont plus forts. Pourtant, nous avons un rapport à l'avenir qui est beaucoup plus angoissé, beaucoup plus négatif que ces pays-là, parce que quelque chose dans le lien politique est fondamentalement déstabilisé. Mais alors justement, tu parles d'un modèle français. Alors, comme on peut parler d'un modèle anglo-saxon, et moi j'adore le modèle coréen parce que je trouve qu'il est hyper intéressant parce que il y a eu une évolution qui est quand même assez fabuleuse de la Corée du Sud. 100 ans et ça rappelle deux trois notions, notamment de l'État investisseur, de l'économie de la connaissance, etc. Enfin, il y a des choses intéressantes là-dessus. Mais pour toi, justement, ce modèle, et c'est ce que tu exprimes dans le livre quand tu commences à le regarder, tu le regardes au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça? Et c'est justement avec Jean Monnet qui va arriver dans cette histoire. Alors, peut-être il faut dire ce que c'est qu'un modèle. Pour moi, le terme de modèle de société, il est intéressant parce que il est polysémique, il a plusieurs significations. Un modèle, ça peut vouloir dire 4 choses. Et dans un modèle de société, il y a les 4 à la fois, les 4 significations à la fois. La première des significations, c'est, comme en peinture, Mona Lisa a servi de modèle à la Joconde. Jusque-là, un modèle, c'est une exception. Il n'y a qu'une seule Mona Lisa. Par contre, c'est à partir d'elle que Léonard de Vinci a peint la Joconde, et on en a fait plein de reproductions après. Et elle a inspiré d'autres peintres, d'autres artistes. Donc le modèle, c'est à la fois une exception, et en même temps un exemple à suivre. Donc quand on parle de modèle allemand, c'est à la fois le miracle allemand, mais c'est aussi un exemple à suivre pour d'autres sociétés ou d'autres situations. Donc là, tu as les 2 premiers sens du modèle. Singularité et exemple. Ensuite, un modèle, c'est aussi la simplification d'une réalité complexe. Quand on parle d'un modèle en économie, c'est quoi? C'est le fait que, avec une équation ou une démonstration mathématique, on arrive à simplifier des phénomènes dans le commerce international, dans le marché du travail, en tout cas, on arrive à expliquer. Voilà, on arrive à expliquer, mais en simplifiant. Parce que, en fait, le modèle, il prend des paramètres, mais il simplifie une réalité qui est par nature complexe. Donc le modèle allemand, le modèle français, le modèle sud-coréen, on doit pouvoir identifier ce que c'est avec 3 ou 4 principes. Le modèle allemand, par exemple, décentralisation, cogestion, économie sociale de marché, on en parlera peut-être. Voilà. Et comme une société, c'est un champ de force, c'est-à-dire un espace dans lequel les individus coopèrent mais peuvent aussi s'affronter. Les classes sociales, les syndicats et le patronat, les partis politiques, c'est normal, ça fait partie de la vie d'une société. Eh bien, le modèle est aussi un compromis entre des forces politiques, productives, sociales. Donc le modèle, c'est une exception, c'est un exemple, c'est une simplification et c'est un compromis. Et si on regarde ce qui s'est passé dans la France d'après-guerre, alors même qu'on avait un pays anéanti, qui aurait pu ne jamais redémarrer, ou s'enfoncer dans un long déclin, on a eu une expansion incroyable qu'on a appelé les 30 Glorieuses, qui avaient aussi d'énormes défauts, d'énormes impensés, d'énormes angles morts, mais malgré tout, on a eu le sentiment que l'histoire nous soufflait dans le dos. Et c'est parce que on a coché les 4 cases des significations du modèle, c'est-à-dire qu'on a à la fois réussi à construire
une organisation de la société proprement française, que cette organisation de la société sur certains éléments, l'industrialisation, la sécurité sociale, les services publics, elle a inspiré d'autres pays. On était capable d'en parler en la résumant à quelques éléments. Et puis c'était aussi un compromis entre forces politiques et sociales, les gaullistes, les communistes, la CGT, les chrétiens. Mais en même temps, il y avait une concorde nationale autour de cette idée. Elle n'était pas à gagner, la concorde nationale, parce que en 1944, quand la France s'est libérée, c'est De Gaulle qui dit ça dans ses mémoires. C'est un pays disloqué. Oui. Un quart des infrastructures du pays sont détruites, l'économie est à l'arrêt, on est tombé au tiers du niveau de production industrielle de 1929, et puis surtout la honte de la collaboration. Oui. Et la guerre civile. Je veux dire, entre 42 et 44, on a fusillé des résistants. Et les gens qui les fusillaient, c'était pas des Allemands, c'était pas toujours des Allemands, c'était des miliciens. Donc des Français se sont entretués. En 1944, il y a des milices patriotiques, FTP, FFI, qui ne veulent pas désarmer. Le tour de force du général de Gaulle, c'est d'arriver justement à recréer une forme de concorde, mais ça ne s'est pas fait... Il n'y avait pas ce sentiment, tu penses, d'impérieuse nécessité à s'en sortir? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu 3 éléments qui ont été déterminants pour ce modèle français d'après-guerre. Le premier, c'est effectivement une même conception de l'avenir. C'est-à-dire qu'une nation ne peut se relever que si elle a une même confiance dans l'avenir et qu'elle en partage la vision. Là, il y avait une conception de l'avenir très, au fond, progressiste. L'idée que demain serait meilleur qu'aujourd'hui, que nos enfants vivraient mieux que nous. C'était pas difficile d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la situation est difficile, mais qui pourrait dire aujourd'hui que demain sera meilleur? C'est pas certain, ouais. Non, mais c'est un problème. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Il faut avoir un même rapport au temps. Ouais. Et ce rapport, il doit être un rapport de confiance. On va se retrousser les manches, ça va être dur, on va reconstruire ce pays et nos enfants vivront mieux que nous. Et ça, de la CGT aux gaullistes, en passant par les chrétiens démocrates, par toutes les forces de la résistance, partager cette confiance dans l'avenir. C'est très important. Ouais. Deuxièmement, il y avait un diagnostic économique sur la situation de la France. C'est-à-dire, si la France avait perdu aussi piteusement face à l'armée allemande en 1940, alors même que on disait que l'armée française était la première du monde, c'est parce que, croit-on alors en 1945, la France ne s'était pas suffisamment industrialisée. Elle n'avait pas su fabriquer suffisamment de blindés, suffisamment d'avions pour résister à la percée allemande et à la force mécanique de l'armée allemande. Et ça, tout le monde le dit en 1945. Léon Blum, Marc Bloch dans ce texte posthume qui s'appelle L'étrange défaite, qui est un texte magnifique, Mendès France, Jean Monnet, André Philippe, Général de Gaulle, tout le monde partage cette analyse que la clé du redressement de la France, ça va être l'industrie. Parce que, croit-on à l'époque, l'agriculture, l'artisanat, c'est la marque des pays arriérés. Donc il y a une espèce de confiance folle, démesurée, erronée d'ailleurs, mais parfois on construit de grandes choses sur des erreurs. Dans l'industrialisation à marche forcée. Et comme à l'époque on regarde beaucoup les États-Unis, quel est le modèle? Le modèle, c'est la grande industrie. C'est General Motors, c'est Ford. C'est-à-dire, c'est des grandes organisations technocratiques où on a une organisation scientifique du travail, les principes de Taylor, et où on peut faire des gains de productivité. Le paternoster de l'époque, c'est les gains de productivité. C'est la prière laïque de l'époque. Et tout le monde est d'accord avec ça, puisque Maurice Thorez dit produire, 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 c'est la forme la plus élevée du devoir de classe. Maurice Thorez, chef du Parti communiste. Le chef de la CGT, Frachon, dit il faut gagner la bataille de la production. Donc tout le monde est derrière cet objectif. D'accord? Donc ça, c'est très important parce que ça va fournir un consensus pour les nationalisations, parce que le problème de l'industrie française, c'est qu'elle était trop émiettée, trop fragmentée, c'était un capitalisme de petits propriétaires. Donc pour faire grandir, pour consolider ces entreprises, il faut les nationaliser, parce qu'en fait, il faut racheter des petits morceaux, parce que les patrons n'arrivaient pas à faire du build-up, comme on dirait aujourd'hui, entre eux. Il n'y avait pas les outils financiers qu'il y a aujourd'hui, donc c'est l'État qui, en quelque sorte, va prendre sur lui de consolider, de raccommoder tous ces petits morceaux et qui va créer des grands monopoles, les charbonnages de France, l'électricité de France, la SNCF avait déjà été nationalisée sous le Front populaire, Air France, et puis les grands établissements bancaires ou d'assurance comme par exemple ce qu'on appelait à l'époque la Société Générale et puis Paribas. Et donc si tu veux, tu as un consensus économique. Et puis le troisième élément, et c'est là qu'intervient la dimension de compromis. On est tous d'accord pour faire de grands efforts, pour travailler plus que 40 heures par semaine, pour se retrousser les manches, pour pas faire grève quand il y a vraiment besoin de reconstruire l'économie, même s'il y aura de grandes grèves en 1947.
réprimé dans la violence d'ailleurs. Mais il y a quand même une poussée très forte à l'intérieur de la résistance pour le fait que la puissance publique s'occupe aussi du bien-être social. Parce que sous la Troisième République, l'État ne s'occupait pas du tout d'économie. C'était le régime du laisser-faire, laisser-aller. L'État, il faisait du régalien, il s'occupait de la guerre, de la police, de la justice, mais l'économie, c'était les entrepreneurs et eux seuls. Et en 1945, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a besoin que l'État se mêle de l'économie, mais aussi du bien-être social. Et donc, on va créer les 4 branches de la sécurité sociale. Il y avait déjà la fracture sociale qu'il fallait réduire? C'est pas qu'il y avait la fracture sociale, c'est qu'il y avait quasiment aucune protection. Il y avait quelques caisses d'assurance qui existaient dans certaines branches, dans certains secteurs, mais c'était très morcelé. Il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas d'assurance maladie, il n'y avait pas de protection contre les accidents du travail, ou si peu, le droit social n'existait pas. Et donc là, il y a une sorte de consensus dans le pays aussi, à gauche comme à droite, de dire on va faire un bond de productivité, on va faire un bond industriel, mais en contrepartie, on va mieux protéger les gens et on va et les assurer contre les aléas de la vie, contre les accidents de la vie. Et donc c'est pour ça qu'un modèle, c'est aussi un compromis, parce que c'est pas tout pour l'industrie ou tout pour la dépense sociale et le modèle social. C'est un compromis. Et ce modèle, en fait, il a bon an mal an fonctionné pendant 30 ou 40 ans. Jusqu'en 68. Et il commence à se fissurer, effectivement, à partir de 1968. Alors j'ai découvert une autre version des 4 P que tu exposes, qui est paix, prospérité, plein emploi, progrès social. Alors c'est pas de toi, c'est de Jean-François Sirinel. Mais c'est un historien que j'aime beaucoup, qui a écrit sur les 30 Glorieuses, Jean-François Sirinelli, mais les 4 P, c'est intéressant. C'est l'équation du modèle français d'après-guerre. Et puis en 1968, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle génération qui arrive, pas encore au pouvoir, mais en tout cas dans la rue et sur les écrans de télévision. C'est la génération des baby boomers. C'est ceux qui sont nés après 1943, et en plus ils sont nombreux parce que il y a eu une augmentation des naissances à partir de 1943. On est à 850 000 naissances par an à peu près en moyenne. Et cette génération, effectivement, elle a grandi dans la France de l'expansion. Elle a pas connu la guerre de 14-18. Elle a pas connu la grande dépression qui a suivi le krach de 1929. Et elle n'a quasiment... Ils étaient trop petits pour la sortie de guerre. Ils étaient en couche culotte pour certains, et voire pas encore nés. Et je vais même aller plus loin. Elle n'a pas connu les guerres de décolonisation, puisque cette génération, elle a 9 ans, 8 ou 9 ans quand la guerre d'Indochine se termine, et elle a 16 ou 17 ans quand la guerre d'Algérie se termine. Donc ils ont pas pu être envoyés en Algérie, dans le contingent. Donc si tu veux, cette génération, elle connaît un taux de croissance à 5%, le plein emploi, la démocratisation de l'enseignement supérieur, la paix, et elle comprend pas bien le cadre moral qui est celui de ses parents. Ce cadre que j'ai décrit tout à l'heure, d'effort, d'austérité, de travail acharné. Il est interdit d'interdire, monsieur. Et donc elle pense effectivement, mais je veux dire, on la comprend par rapport à ce qu'est son quotidien, qu'il faut modifier le mode de vie pour l'adapter au niveau de vie. Ou, si je devais le dire en termes marxistes, modifier la superstructure idéologique de la société pour l'adapter à l'infrastructure économique et sociale. C'est pas un gros mot, hein. Non. En gros, dans une société de haute croissance, de plein emploi, pourquoi cultiver ce rapport un peu protestant à l'avenir ou de report de la satisfaction en quelque sorte. Et donc les slogans de mai 68 sont intéressants de ce point de vue. Tout de suite, il est interdit d'interdire. Ça manifeste un rapport au temps qui est le présentisme, c'est-à-dire l'exaltation du présent, alors que ce qui avait dominé après 45, c'était la confiance dans l'avenir. Donc ça, c'est le premier ébranlement du modèle. Le deuxième ébranlement du modèle, rappelle-toi tout à l'heure, j'ai dit il y avait une jambe historique, une jambe économique, une jambe sociale. Le deuxième ébranlement du modèle, il arrive quelques années après avec le choc pétrolier, parce que le choc pétrolier en 1973, il a pour conséquence de faire très fortement augmenter le prix de l'énergie. Donc il dégrade les marges des entreprises. Et donc les entreprises qui avaient perdu en compétitivité, en particulier les entreprises industrielles, dans des secteurs désormais concurrencés par des pays émergents, par les pays asiatiques, par d'autres régions du monde. Je pense au textile, à la sidérurgie, à la métallurgie, un peu à l'industrie automobile, etc. Comme ils avaient déjà perdu en compétitivité par rapport à des pays à bas salaire, là, quand la facture énergétique augmente, là, ils sont carrément mis sur la sellette. Et donc, les faillites explosent dans les années 70. Dans la sidérurgie, par exemple, en Lorraine, c'est une catastrophe. Et donc, la jambe productive qui reposait sur la grande industrie, sur les gains de productivité, etc., elle est fragilisée dans ces années-là. Plus que fragilisée, d'ailleurs. Plus que fragilisée.
Et donc ce qui se passe, c'est que ce modèle qui tenait sur 3 jambes, confiance dans l'avenir, grande industrie et solidarité sociale, il est fragilisé sur ces 2 premières jambes. Et donc il reste plus que la solidarité sociale. Et ça va s'aggraver avec Mitterrand, enfin avec les années 1980, 1983, parce que Mitterrand, en fait, qu'est-ce qu'il tente quand il arrive en 1981 au pouvoir? Il tente de faire, c'est pas du socialisme, à proprement parler, c'est plutôt essayer de reconstruire le compromis de 45. C'est-à-dire qu'il arrive en disant, on va faire une relance par la consommation et par l'investissement, on va nationaliser les entreprises. Oui, je me souviens de ça. Ben voilà. Donc, et on va créer des nouveaux droits sociaux. Donc en fait, c'est vraiment le programme du CNR, mais version 80. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé un truc, c'est que l'économie s'est mondialisée. Et donc le taux d'ouverture de l'économie française, qui était de 8% en 1945, il est passé à 20% au début des années 80. Et donc on a financé les magnétoscopes à Poitiers. Exactement. Bloqués à Poitiers, je me souviens encore. On a financé les magnétoscopes japonais, et puis on a financé aussi l'excédent commercial allemand. Parce que, en plus, ce pauvre Mitterrand, il a pas eu de chance. Il arrive au pouvoir dans un contexte politique et idéologique qui lui est totalement défavorable. Parce que, regarde, autour de lui, en 1980, il y a quoi? Il y a Reagan aux États-Unis. Ouais. D'accord? Il y a Thatcher aussi. Il y a Thatcher en Angleterre. C'est vrai que c'est un peu des libéraux à tout craint. Exactement. Et donc, les pays voisins en Europe sont engagés dans une politique de maîtrise des comptes, de désinflation. Et donc, en fait, la grande relance française, elle va surtout sponsoriser l'industrie britannique. Est-ce que c'est pas justement à ce moment-là, ou peut-être un petit peu plus tard, peut-être début des années 90, où on se loupe en se disant, en persistant sur un modèle industriel? Je sais pas, parce que en fait, on aurait pu relancer un nouveau modèle industriel si on avait fait le pari de la recherche. Ouais. Et il y a quand même eu une vague technologique autour de l'Internet dans les années 90, extraordinaire. Oui. Je pense que tu es bien placé pour le savoir, sur laquelle la France a trop peu surfé. Et ça, c'est à cause de notre aversion pour la recherche et l'innovation. Mais tu vois, Jean-Pierre Chevènement, par exemple, qui est ministre de l'Industrie et de la Recherche, entre 81 et 83, il avait eu cette intuition. Lui, il pensait que on pourrait continuer à financer le modèle social, mais pas une montée en gamme dans l'industrie et un investissement majeur dans la recherche. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'a pas suffisamment investi dans l'industrie et dans la recherche, et que on a relancé par la consommation au profit des pays étrangers. Et en 1983, il se passe ce qui devait se passer, c'est que Mitterrand, ne voulant pas sortir du système monétaire européen, fait un virage à 180 degrés, et on abandonne... Mauroy dégage, Rocard arrive. Voilà, on abandonne cet idéal du modèle français d'après-guerre, et on se convertit à la construction européenne. En se disant, bon bah, le nouvel Eldorado est là, le nouvel idéal est là, et en fait... paradoxalement, c'est le début des emmerdes, c'est-à-dire qu'on n'a plus jamais connu la croissance, on n'a plus jamais eu un budget à l'équilibre, l'industrie s'est affaissée, voire s'est effondrée, puisque aujourd'hui on a 8% de la valeur ajoutée, qui est industrielle, la recherche a baissé, l'innovation a fléchi, et en fait... C'est ça, j'avais noté, la France c'est... à cette époque-là, c'est 2,41% du PIB qui est en R&D versus la Corée 4,1. Enfin voilà, c'est juste 2 fois plus quoi. Donc ça veut tout dire. Et donc si tu veux, la seule jambe du modèle qui a continué à fonctionner, c'est la jambe sociale, parce que on a continué et d'ailleurs c'est bien, à assurer un niveau de couverture sociale de qualité aux Français. Sauf que cette jambe sociale, elle a été de plus en plus financée par l'endettement. C'est là où commence à apparaître le trou de la sécu. Oui, mais l'endettement, il était de 20% au début des années 80, et il est, en 1995, il est de 60%, et aujourd'hui, il est de 120%. Est-ce que, à ton avis, c'est de cette époque-là aussi où on commence à voir des replis identitaires? Oui, c'est-à-dire que, paradoxalement, la modernisation d'après-guerre, elle a rendu la société plus homogène, ne serait-ce que parce qu'elle a mis fin aux classes sociales. Avant 1945, il y avait vraiment une France paysanne qui vivait à l'écart du reste, avec ses codes, avec ses mœurs, avec sa civilisation. Il y avait une France ouvrière qui s'était dotée de ses codes, de son organicité, de ses organisations, etc. Et puis il y avait une bourgeoisie qui tenait plus ou moins les clés du pays d'ailleurs. Et en fait, dans les années 50 et 60, l'expansion va créer une sorte d'homogénéisation des modes de vie. On parle d'émergence d'une grande classe moyenne. Et cette émergence d'une grande classe moyenne, ça veut dire en fait que les modes de vie se ressemblent de plus en plus. Et même s'il y a encore des très forts écarts de salaire,
en fait, les Français, de plus en plus, vivent un peu tous pareil. Et on le voit quand on regarde le cinéma de cette époque. Un film comme le film de Sauté, Vincent, François, Paul et les autres, dans lequel il y a toutes les stars du cinéma, Montand, Reggiani, Piccoli, Depardieu, etc. C'est un film qui est très intéressant parce qu'il montre justement cette France des cadres. Les cadres, c'est vraiment c'est la panacée. C'est la partie ascendante de la classe moyenne, en fait. Ouais. Et ça se fragilise beaucoup dans les années 80. Je pense que c'est lié d'abord à la crise de l'industrie, qui va quand même casser la mobilité sociale, parce que l'industrie, c'est intéressant, parce qu'on peut y faire un parcours. On est ouvrier spécialisé, on devient ouvrier qualifié, on devient technicien, contremaître. Et puis l'industrie, elle était bien répartie sur le territoire français, parce que en France, l'industrie, elle s'est développée dans les villes moyennes, dans les petites villes, parce que c'est le résultat d'une industrie très centrée sur l'artisanat. Et ce que je disais tout à l'heure, on est dans un capitalisme de maître de forge, donc c'est un capitalisme très émietté. Alors qu'en Angleterre, l'industrie, elle s'est concentrée sur 3 ou 4 métropoles. Liverpool, Manchester, Londres, Sheffield. Parce qu'il y a, dès le XVIe siècle, il y a une loi qui s'appelle le Weavers Act qui interdit la dispersion des métiers à tisser. Parce que, évidemment, à chaque fois qu'on a un métier à tisser, on a des gens qui se réunissent autour, et donc c'est des ferments de contestation, et puis il fallait protéger Tu vois que le droit, c'est utile de temps en temps. Très important. Il fallait protéger l'aristocratie foncière, et donc l'industrie anglaise s'est concentrée dans des grandes villes, alors qu'en France, elle était partout. Donc quand les usines et l'industrie commencent à mettre un genou à terre, il y a des territoires entiers, je pense en particulier au quart nord-est, qui vont être très très fragilisés. Et à côté de ça, c'est l'irrésistible ascension des métropoles. Donc les fractures sociales que on pensait avoir un peu suturées avec la modernisation, en fait, elles se recreusent, mais d'une autre manière. Et ça, c'est la France dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, il doit y avoir un truc à faire. En tout cas, un modèle à réinventer. Déjà, je pense le premier pas, c'est un peu comme au sortir de la guerre, comme tu l'évoquais, c'est d'être d'accord sur un diagnostic. Exactement. C'est pour ça que on a passé quand même finalement pas mal de temps à comprendre aussi ce chemin qui nous amène aujourd'hui. En tout cas, à t'écouter l'expliquer, parce que si on n'est pas d'accord sur le diagnostic, on va avoir du mal à être d'accord sur le remède. Donc, est-ce que tu penses qu'on peut, on peut justement trouver un accord commun sur ce diagnostic? Oui, sinon j'aurais pas écrit ce livre. Oui. Mais la difficulté de la France, c'est que c'est un pays dans lequel on ne partage des diagnostics que quand il y a une guerre ou une révolution. C'est-à-dire que on se prend une claque, notre orgueil est profondément blessé, et là, effectivement, on met tout à plat et on se dit, voilà, on fait un retour d'expérience, comme on dit dans le business. Un rétex, ouais. Voilà, et on se dit, voilà ce qui a péché. Donc c'est ce qui s'est passé après 1870. 1870, c'est une défaite cruelle face à la Prusse. Alors que... oui, monsieur, on perd l'Alsace et la Lorraine. Absolument. C'est indigne. Et l'Empire, le Second Empire était au fait de sa gloire à ce moment-là. Il s'était même offert une inflexion libérale. L'armée française, très confiante en elle-même. Et pourtant, la défaite est cruelle. Et là, il y a toute une génération d'intellectuels qui font réfléchir. Je pense à Renan, par exemple, qui écrit ce livre, La réforme intellectuelle et morale, dans lequel il dit, en fait, la France a péché là où elle se croyait forte. C'est-à-dire qu'on se croyait la grande nation intellectuelle qui avait fait la Révolution française, et on découvre que nos paysans sont quasiment analphabètes, alors que les paysans prussiens, qui forment le gros de la troupe, sont très bien formés, très éduqués. Et donc, il faut tout remettre à plat. Et au fond, les républicains qui prennent le pouvoir, les fameux Jules, Jules Ferry, Jules Grévy, Léon Gambetta, etc. En fait, ils sont nourris de ces réflexions, et ils disent il faut qu'on construise un modèle qui va d'abord enraciner la République, et puis surtout qui va remédier nos carences. Et donc ce modèle, c'est quoi? C'est un pacte avec la paysannerie. Donc on va créer l'instruction publique obligatoire dans les campagnes, la liberté de la presse, la liberté des syndicats, etc., etc. Et puis c'est une sorte d'équilibre entre l'agriculture et l'industrie. Parce qu'on veut pas désespérer le monde paysan qu'on est en train d'essayer de rallier à la cause républicaine. Donc le diagnostic il se fait, puis c'est à ce moment-là que disparaissent les derniers espoirs des monarchistes. Donc le diagnostic il se fait, mais il se fait dans l'ombre portée de la défaite. En 45, on est... Ouais, mais en même temps, tu vois, aujourd'hui, on est quand même pas, on est au sortir de la crise Covid. Enfin, espérons qu'on y est. On a des crises économiques qui arrivent. Alors, c'est peut-être le moment de faire un diagnostic commun. Justement, moi je suis parfaitement d'accord avec toi, mais je constate juste en regardant notre histoire que les deux grands moments de lucidité dans notre histoire récente, 1871-1945, c'est des moments où il a fallu en passer par une humiliation nationale. C'était pas simplement une guerre,
c'est une défaite, et en 40-44, c'est la collaboration. Ouais, si on peut éviter l'humiliation nationale, donc, ça m'arrangerait, moi. Il faudrait éviter l'humiliation. Donc il faudrait éviter de toucher le fond de la piscine. Mais pour ça, il faut qu'on soit capable de retrouver une façon de se parler et une façon de poser des diagnostics à froid. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que nos institutions ne le permettent pas. Nos institutions sont en surchauffe. Elles sont programmées pour exciter les passions, les invectives, la surchauffe, mais absolument pas pour fabriquer... Et dans la réaction. Et aussi. Dans la réaction. Ouais. Donc on va se prendre des claques, comme dirait Jean-Marc Jancovici, de plus en plus violentes. Oui. Ça a commencé avec les gilets jaunes, tu remarqueras que ça continue avec les prix de l'énergie qui dérapent. Mais ça n'est rien. Et c'est pas fini. Ce sont des chic nodes, si tu veux, par rapport à ce qui nous attend, compte tenu de l'ampleur de la transition énergétique qu'il va falloir conduire. Donc soit on subit, on se prend claque sur claque et on en redemande, sachant que les claques vont être de plus en plus violentes, et elles vont créer de plus en plus de conflits, de plus en plus de violences, de plus en plus de frustration dans le pays. Soit on se dit qu'il est temps de faire un petit reset démocratique, et à ce compte-là, il faut qu'on se donne des institutions qui permettent de penser le temps long. Et tu vois, c'est tout l'intérêt de notre conversation sur les minutes qui viennent de passer, parce que la première fois que j'ai regardé, je pense, la 4e de couverture du bouquin, etc., puis je vois le commissariat au plan, etc. Oh là là, on retourne justement... C'est quoi ce vieux ringue? Ouais, non mais c'est exactement ça. Puis commissariat au plan, c'est le plan de l'État chinois. Enfin, tu vois, il y a... Enfin, l'État chinois, aujourd'hui, moi j'en veux sous aucun prétexte parce que je suis attaché à la démocratie, c'est notre bien le plus précieux. Sauf que ça marche, le plan chinois. Il peut sans doute mieux réussir la transition énergétique que nous, dans le... On est d'accord. Mais justement, la Chine fait partie des pays que je regarde de près, et ils ont cette force, justement, d'avoir ce plan avec une vision à très long terme. C'est même pas les 5 prochaines années, c'est les 50 prochaines années. Ce qui est devenu ringard dans le monde qui est le nôtre, c'est de dire que la planification, c'est ringard, justement. Ça, c'était un truc des années 80. Ouais, mais moi je suis un membre des années 80, c'est ça. Mais dire que la planification est ringarde dans un monde où il va falloir organiser la plus grande mutation de système énergétique de tous les temps, ça n'a pas de sens, parce que je vais juste te donner pour que nos auditeurs comprennent bien l'étendue du problème et à quel point le marché tout seul n'y arrivera pas. Est-ce que tu sais quelle est la part dans la consommation énergétique mondiale totale qui est celle des énergies fossiles aujourd'hui? Les énergies fossiles, combien d'énergies fossiles représentent-elles dans le mix énergétique mondial, si tu veux? 80, 90? Pas mal, 80,2. D'accord. Est-ce que tu sais combien c'était il y a 10 ans? 90? Non, c'était 80,3. Ça veut dire que ça n'a pas bougé. Ça veut dire qu'en 10 ans, tu es un peu dur. Ça a bougé de 0,1 point. Oui. Alors, et pourtant, tous les jours, on voit des projets photovoltaïques, éoliens, on nous parle de décarbonation, on fait des véhicules thermiques. Mais oui, sauf que il y a eu des projets, il y a eu des investissements, mais la croissance de le volume global d'activité a augmenté. Est tellement importante qu'elle a absorbé tous les efforts qui sont pourtant déjà très importants qui ont été faits. Tout ça pour te dire qu'en 10 ans, on a fait 0,1 point. Si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050, théoriquement, ça veut dire qu'il faut faire 80,2 points en 30 ans. Ouais. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on baisse notre consommation, qu'on change notre système énergétique de fond en comble. Oui, monsieur, mais moi j'ai noté dans ton bouquin que ça représente 1% du PIB européen en investissement pour arriver à la neutralité carbone en Europe en 2050. Donc finalement, c'est pas si énorme que ça, il faut juste le décider. Alors c'est pas si énorme que ça, et en même temps c'est énorme, parce que si tu à l'échelle mondiale, le montant d'investissement total pour changer de système énergétique, c'est 120 000 milliards de dollars. Ouais, ça, c'est difficile d'aller voir la caisse d'épargne pour ça, ouais. Oui, et puis surtout, en fait, alors il y a de l'argent, privé et public, pour le faire. Est-ce qu'il y a assez de projets aujourd'hui? Et pas forcément les technologies qui vont avec non plus. Est-ce que les technologies sur lesquelles on mise seront mûres, matures, dans les délais prévus? C'est pas sûr. Et ça va entraîner des chocs absolument considérables, parce qu'en fait, on va déclasser, comme on dit en finance, des actifs. Oui. On va déprécier des actifs. Complètement, ouais. On va devoir investir dans d'autres classes d'actifs ou dans d'autres actifs. Mais c'est des basculements qui sont absolument considérables et qui d'ailleurs, je le dis aux auditeurs, n'ont rien à voir avec le passage au pétrole, parce que 1945, c'est le passage au pétrole. Oui, on passe du charbon au pétrole. Oui, mais c'est pas exact de dire ça, justement, parce qu'on change pas de système énergétique. On ajoute un étage à la fusée. C'est-à-dire qu'on avait le charbon. D'accord. On ajoute la couche du pétrole. Et cette couche du pétrole, elle permet de soutenir la croissance, l'expansion, dont on parlait tout à l'heure, dans les économies occidentales, et elle permet les 30 glorieuses. Le pétrole, les 30 glorieuses sont entièrement indexées sur la consommation de pétrole.
Mais la part du charbon dans le mix, elle est restée à peu près la même depuis cette époque. Donc aujourd'hui, il s'agit pas d'ajouter une couche d'énergie supplémentaire. Non, faut en enlever. On n'est pas en train de dire on va ajouter l'éolien, et puis l'éolien offshore, et puis le photovoltaïque. Non, on est en train de dire qu'il faut supprimer tout le pétrole, tout le charbon, à terme tout le gaz, et qu'il faut remplacer ça par d'autres sources d'énergie dont on n'est pas sûr de la fiabilité, dont on est incertain quant à la technologie et quant à l'intermittence. Donc ça fait quand même un défi absolument majeur, et on ne fera pas l'économie de très substantielle maîtrise d'énergie. Si on veut atteindre le scénario qui est proposé par RTE, qui est quand même sérieux, les 6 scénarios d'RTE, ils tablent sur des économies d'énergie de l'ordre de 2,5% par an. Les meilleures années jusqu'à présent, on a fait 1,1, 1,2, et encore c'était les années en fait d'explosion des prix à la pompe ou des prix du gaz. Et donc ça n'est que quand les prix explosent que, contraint et forcé, on consomme moins. Est-ce qu'on veut vraiment en arriver là? Parce que si les prix continuent à augmenter comme ils sont en train d'augmenter en ce moment, alors même que nous n'avons pas adapté nos infrastructures, alors même que nous continuons à rouler en voiture, à vivre dans des zones pavillonnaires, etc., c'est l'explosion sociale. Pourquoi est-ce que je fais ce long détour juste par la question énergétique qui n'est que une des 5 ou 6 grandes questions qui se présentent à nous et tout en même temps? C'est ça la difficulté. En même temps, c'est ça la beauté de la chose. C'est ce qui rend la période passionnante. Eh bien, c'est pour te dire que une entreprise, toute seule, elle peut rien faire dans ce contexte. Elle peut essayer d'éviter les balles, de passer entre les gouttes, de faire des choix stratégiques. Bon, par exemple, Total va bifurquer vers le gaz naturel liquéfié et les énergies renouvelables. Très bien. Mais pour faire basculer un système énergétique macro-social, macroéconomique, il faut un ancrage des anticipations, et donc il faut une puissance publique capable de programmer à long terme. Donc c'est le retour de la puissance publique dans sa fonction. Alors si le mot planification te dérange... Non, mais sur ce coup-là, tu m'as convaincu. Voilà. Avec une problématique que tu évoques, qui est que le pouvoir, avec en plus de ça la logique de quinquennat versus septennat, est sur un temps qui est relativement court, lui. Ben on a un double problème aujourd'hui, c'est que on a jamais eu autant besoin de puissance publique pour ancrer les anticipations et dessiner des transitions de cette envergure. Et en même temps, la puissance publique, elle n'a jamais été aussi contestée et inefficace. Je vais développer chacun de ces aspects. Juste une précision, t'es inspecteur des finances? Oui. T'as une liberté de parole par rapport à tout ça? Bah, je suis auteur, c'est-à-dire que là, je m'exprime pas comme fonctionnaire. D'accord. Non, je veux pas te mettre en porte-à-faux sur quoi que ce soit. Hein. Pas du tout. Et puis de toute façon, moi, je suis bientôt en dehors de l'État, donc d'accord, ok. Voilà, j'ai une liberté de parole, mais surtout je m'exprime pas comme fonctionnaire, là, je m'exprime vraiment comme auteur et intellectuel engagé dans la vie de la cité. Et puis bon, moi je critique pas le gouvernement, enfin je suis pas dans une non, on est sur des possibles réformes, ce qui est intéressant. Et puis je suis pas dans une logique partisane. Enfin, ce qui est pas permis à un fonctionnaire, c'est de critiquer son administration ou d'attaquer son gouvernement. Moi, c'est pas le cadre dans lequel je m'inscris. Moi, je m'inscris dans un cadre d'analyse des sociétés. Et ce dont je parle n'est pas valable que pour la France. C'est à l'échelle du monde occidental. Donc, si tu veux, pour te répondre sur la puissance publique, elle est extrêmement contestée aujourd'hui parce qu'il y a un nombre grandissant de gens qui n'acceptent plus la légitimité de ces décisions. Oui. Et à côté de ça, elle est, si tu veux, de plus en plus inefficace. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à faire passer les transformations qu'on veut engager dans le réel de la société et de l'économie. Parce que les instruments... La France est impossible à réformer, monsieur. Alors, ça, c'est le slogan qu'on entend effectivement souvent, mais je pense que si on dit la France est impossible à réformer, c'est justement parce qu'on n'a pas réfléchi sur comment créer de l'adhésion. Oui. Et pour créer de l'adhésion, il faut des récits, il faut embarquer les gens dans du sens. Une vision de l'avenir en commun. Tout entrepreneur le sait. S'il veut embarquer ses équipes dans une bifurcation, un changement de stratégie, il faut un pourquoi. Voilà, il faut une raison d'être et un pourquoi, et il faut avoir travaillé. On revient toujours dessus, en fait. Exactement, c'est fondamental, et ça, on l'a un peu perdu. Et puis, par ailleurs, la façon de travailler de l'administration, de la puissance publique, elle est un peu usée aujourd'hui. Donc, ce sur quoi il faut travailler, c'est reconstruire de la légitimité dans la prise de décision, consulter plus longuement, plus attentivement, être moins solitaire, moins vertical, moins solipsiste dans la pratique du pouvoir.
ce qui suppose de rompre avec certaines évolutions de la Ve République, notamment le quinquennat, l'inversion du calendrier, etc. Et en aval, il faut travailler sur une meilleure appropriation des décisions, faire en sorte que les choses percolent mieux dans le pays. Tout ça s'appuyant sur, en tout cas c'est la logique que tu présentes, sur quelque chose que tu appelles l'économie du bien-être, qui s'oppose, que tu opposes au capitalisme de plateforme. Ce que tu appelles capitalisme de plateforme, c'est les GAFAM, les Google, Apple, Facebook, etc. Et la même chose en Chine d'ailleurs, c'est exactement la même chose, et versus des capitalismes étatiques. Sachant que cette économie de bien-être, tu la fais reposer sur une économie qui est une économie des usages versus une économie qu'on a pu connaître jusque-là, qui est de l'équipement matériel. On va appeler ça comme ça. Jusque-là, j'ai bien résumé. Très bien. Parfait. Ma question revient sur les secteurs clés que tu mets derrière cette économie de bien-être. L'agriculture, alors une agriculture durable, parfait, santé, éducation, silver economy, transport décarboné, bien évidemment, services aux collectivités et énergie propre. Comment t'en es venu à cette liste-là? En fait, parce que c'est la liste qu'on va mettre dans le plan. Oui. Mais quand on regarde les défis qui sont les nôtres aujourd'hui, on voit bien qu'on a un changement complet de système économique, puisque quand on investit 120 trillions dans la transition énergétique, c'est un investissement dans des technologies de pompe à chaleur, de batteries électriques, dans des dispositifs de maîtrise d'énergie, dans énormément de choses en fait, dans le nucléaire éventuellement. Et en fait, quand on regarde les technologies, les secteurs dans lesquels il va falloir investir, on se trouve que la France, en fait, si elle décidait de se raconter cette histoire, elle a des atouts extraordinaires. Parce que c'est des secteurs qui requièrent de bons services publics, de bonnes infrastructures, une bonne collaboration entre public et privé, et sur lesquels, en fait, la France, elle est historiquement pas trop mal positionnée. Les services aux collectivités, les transports, le nucléaire. On a la chance d'avoir des grands groupes de dimension internationale, on a la chance d'avoir des savoir-faire, des centres de recherche. Donc c'est potentiellement la transition énergétique, c'est demain des secteurs d'excellence française. Mmh. Sauf que pour embarquer les acteurs dans ça, il faut raconter un récit économique. Ça suffit pas de dire il va falloir faire la transition énergétique, c'est 120 trillions, voilà comment on va répartir l'argent. Il faut être capable de dire ben voilà, ça va embarquer toute la société. Ça va changer les territoires, ça va réinventer le lien social, ça va créer autant de valeurs écologiques et sociales que de valeurs économiques. C'est quand même plus intéressant que de dire on va décroître et on va se... C'est plus sexy. C'est plus sexy. Et puis la logique autour de la notion de territoire, tu as raison, je pense, elle est hyper importante. On a un pays qui, même s'il est hyper centralisé, est aussi hyper maillé. Tu l'as dit, le TGV a réduit la carte de France de manière considérable, et le train à ce titre-là est particulièrement intéressant. Et on commence, l'horloge commence à tourner, donc je vais pas te prendre trop de temps. Ce qui m'a interpellé aussi dans ton bouquin, c'est de dire attention. Ou en tout cas, non, pas attention. Une des pistes, c'est un État investisseur. Tu veux essayer de développer cette idée? Alors, quand on dit État investisseur, là encore, c'est comme le plan, ça fait peur à tout le monde, t'imagines, les vieux trucs ringards. C'est bien, tu me vois venir. C'est pas du tout ça. Moi, je dis souvent à mes amis libéraux admirateurs d'Elon Musk que si Musk est devenu Musk, c'est aussi parce que il a bénéficié d'un prêt du département américain de l'énergie de 500 millions d'euros pour Tesla. Et s'il a pu lancer SpaceX, c'est parce que la NASA lui a commandé 12 lancements pour quasiment 2 milliards de dollars. Voilà. Orbitaux sur la station spatiale internationale, alors qu'il en avait raté beaucoup avant. Donc ce que je veux dire, c'est pas du tout que l'État va devoir se substituer aux industriels, mais c'est qu'il faut reconstruire des zones de collaboration entre État, recherche, industrie, start-up, grands groupes. C'est ce pragmatisme industriel qu'on avait sous l'ère Pompidou, qui s'est complètement perdu depuis, chacun repartant dans ses pénates. Et d'ailleurs, ce qui a fait les beaux jours de l'aéronautique française et européenne. Le secteur d'excellence français, parce que on fait les gorges chaudes de la tech en ce moment. C'est très bien la tech. Enfin, c'est la création d'emplois dans la tech est epsilonesque par rapport à ce que représentent les emplois de ces secteurs industriels traditionnels qui ont été propulsés dans les 30 Glorieuses. Moi, ce que je voudrais, c'est que demain, en santé, en éducation, en agriculture,
en alimentation durable, en biotechnologie. On est des aventures industrielles comparables à celles dont on parlait tout à l'heure. C'est très bien d'avoir une licorne et d'avoir embauché 200 personnes en un an. Mais c'est que 200 personnes. C'est que 200 personnes. Ouais. Et ça enrichit certes quelques entrepreneurs et quelques investisseurs, mais ça enrichit pas forcément une société, surtout quand on voit qu'on lève 150 ou 200 millions pour des sites de paris en ligne ou des plateformes de bricolage contre lesquels je n'ai rien. Et d'ailleurs, c'est souvent des entrepreneurs très talentueux, mais est-ce que ce talent et cette énergie pourraient pas être employés justement à des choses qui sont un petit peu plus urgentes compte tenu des incendies qui s'allument partout autour de nous? Voilà la question que je pose. Et donc pour ça, il faut une impulsion de la puissance publique. Si justement il y a la puissance publique derrière qui donne des lignes, qui donne des chemins d'investissement. Oui. Développer un vaccin ou un lanceur de satellite, c'est plus compliqué que de faire une plateforme de bricolage. Ça c'est sûr. La plateforme de bricolage, tu peux la faire avec 3 devs dans ton garage. J'exagère à peine. Et avec un VC qui te met 5 millions d'euros, parce que de toute façon il a mis 50 tickets à 5 millions d'euros, et c'est un peu comme si t'arroses un peu, tu vois, tes géraniums partout, puis tu vois ce qui pousse, quoi. Mais c'est plus compliqué de dire, on va aller chercher plusieurs milliards pour développer un vaccin, sans savoir où ça va mener, pour développer des gigabatteries électriques, pour développer des systèmes de chaleur alternatifs. Ça, c'est sûr que c'est des aventures beaucoup plus complexes, qui supposent des assemblages beaucoup plus complexes entre l'État, les banques publiques, les banques privées, les investisseurs, les start-upers, les grands groupes. Donc c'est toute cette gouvernance-là qui aujourd'hui n'existe pas et qui est à reconstruire. Avec un exemple que tu donnes qui est de créer des équivalents à la Direction générale de l'armement, par exemple, pour l'agriculture, pour la santé, pour l'éducation. Mais l'exemple formidable, c'est Barda, DARPA et NASA. Ah ouais. C'est des agences d'innovation, donc c'est pas... faut pas que ce soit c'est pas les C'est la NASA qui a envoyé les hommes sur la Lune, monsieur. Oui, et puis absolument. DARPA, c'est Internet, et Barda, c'est le vaccin. Et puis à un moment, je sais plus tu l'écris, mais l'éducation doit être une grande cause nationale, et ça, je ne peux que abonder à ça. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, c'est ce sentiment républicain, parce que justement, tu parles, alors on va utiliser un anglicisme, c'est pas vraiment le lieu pour ça, mais il y a du storytelling autour de ça, et je pense qu'on se retrouve là-dessus sur un sentiment d'appartenance républicain. Je pense qui pourrait être au-delà du bon ton, mais qui je pense est un des ciments de ce qu'on est. Ça nous cimente beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a moins le sentiment de faire République tous ensemble, parce que justement cette culture républicaine s'est un peu émoussée. Mais en même temps, quand on regarde la France, on voit que c'est un pays extrêmement intégré. Y compris sur le plan territorial. Regarde, en Catalogne, on veut quitter l'Espagne, l'Italie du Nord ne supporte plus l'Italie du Sud, l'Écosse veut quitter le Royaume-Uni, la Belgique est en train d'imploser. J'avais 2-3 potes alsaciens qui voulaient faire sécession, mais ils sont revenus. Les régionalistes alsaciens ou bretons, à côté des Catalans, c'est ridicule. Ouais, on est d'accord. C'est plutôt des gens qui veulent qu'on... Non, il y a une vraie unité. Mais il y a quand même un sentiment d'être français. Ouais. Qui est fort. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne s'agrippe pas à des récits positifs. C'est ça qu'il faut construire, c'est qu'il faut être capable de dire, voilà où on peut mener la France dans les 20 ou dans les 50 prochaines années, et voilà comment on va y arriver tous ensemble. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Alors on peut m'accuser de naïveté, mais c'est ce que certains ont fait d'ailleurs, mais cela étant, j'essaye quand même de toujours objectiver mes constats et de toujours argumenter. Justement, c'est une lecture que je recommande à tous. Déjà justement sur le diagnostic, il y a toute la première partie du bouquin, c'est vraiment sur le diagnostic pour nous amener à la situation aujourd'hui. C'est un petit peu la trame de notre entretien là aujourd'hui, mais déjà moi ça m'a rappelé plein de cours d'histoire et de trucs que j'ai vécu. Quand je te parlais des magnétoscopes à Poitiers, mes parents faisaient partie des gens qui attendaient leur magnétoscope qui était coincé à Poitiers. Donc voilà, ça m'a rappelé 2-3 choses, puis ça donne justement un éclairage par rapport à la situation, la situation d'aujourd'hui, sous un angle qui n'est jamais partisan, qui est un angle réfléchi, qui est un angle du temps long. Et je trouve ça plus que pertinent en tout cas comme réflexion. Alors je mettrai le lien vers le bouquin. D'ailleurs, petite précision, on est accueilli aujourd'hui dans ta maison d'édition chez Alary. Maison d'édition formidable. Voilà.
Si en plus même l'auteur le dit. J'ai pas été payé pour le dire, mais il y a des auteurs formidables. Il y a Mathieu Ricard que je vois derrière nous, Charles Pépin, Raphaël Glucksmann. C'est très éclectique, c'est formidable. Donc tu vois Guillaume c'est le patron, on a fait ta pub, voilà. Donc tu seras un des prochains invités de la colle, ce sera avec plaisir. Si on veut te contacter, comment on fait David? Alors, j'ai un site internet qui s'appelle davidjais.fr. D'accord. Sur lequel il y a des adresses mail pour me contacter. Ok, parfait. Je mettrai tous les liens. Pour rappel, le titre du bouquin, c'est Le nouveau modèle français. Tu vas pas y couper parce qu'il y a les 7 dernières questions rituelles de la colle. David, dis-nous, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, c'est paradis. D'accord. Tu veux élaborer derrière? Paradis artificiel ou... Je crois que ça se passe de commentaires. Je te laisse libre et on va laisser libre les auditeurs de leur interprétation. Le mot que tu détestes. Le mot que je déteste. Moi, j'aime vraiment tous les mots de la langue française, mais il y a un mot que j'aime pas beaucoup, c'est le mot leadership. Parce que c'est marrant, on parlait de Gérald Carsanti tout à l'heure, le DG des SAP en France, qui est un chantre du nouveau leadership. Ne t'aimes pas ce mot? Parce que je pense qu'on peut le traduire en français de manière très satisfaisante. D'accord. Voilà, je pense qu'on peut parler tu mettrais quoi comme mot alors? Direction. Ouais, je sais pas, je suis pas convaincu sur ce coup-là. Le son, le bruit que tu aimes. C'est le bruit des mésanges. Oh, c'est joli. D'accord. Donc un cliquetis d'oiseaux. Absolument. On entend de moins en moins dans nos campagnes, malheureusement. Donc un cliquetis d'oiseaux dans une haie au bord d'un champ. Exactement. Il y avait ce livre déjà prémonitoire de Rachel Carson qui s'appelait Silent Spring, Printemps silencieux, qui est un des premiers livres de la pensée écologique et qui montrait que nos campagnes se dépeuplaient à la fois de leurs oiseaux et de leurs insectes et que c'était terrible pour la biodiversité. Le son ou le bruit que tu détestes? Je ne supporte plus le démarrage en trombe des scooters. Ouais. Et en particulier les scooters débridés. Je trouve que c'est d'une violence pour les oreilles qui est absolument insupportable. Peut-être que t'es pas le premier à dire ça, hein. Et c'est vrai que c'est un stress. C'est le moteur à explosion, c'est très violent en fait quand on y réfléchit. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? C'est 1000 millions de 1000 sabords. Donc un tintinophile parmi nous. La citation que tu aurais aimé avoir prononcée? C'est cette phrase de René Char qui disait « Agis en primitif, prévois en stratège ». Ah, joli, je connaissais pas. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Je n'ai pas la prétention de penser que Dieu ait quoi que ce soit à me dire. Ok, ça me va. Donc tu passeras incognito au paradis. Voilà. Par le chat d'une aiguille. Ouais. Le tout sur un fond de cliquetis d'oiseaux. David, il me reste à te remercier énormément pour le temps que tu nous as consacré. C'était éclairant et voilà, j'espère que ce nouveau modèle, celui-là peut-être un autre, saura faire florès. Il se construira pas tout seul. Il nécessitera l'engagement de chacune et chacun. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut chacun apporter sa contribution, pas forcément comme le colibri, parce qu'il en faudrait beaucoup des colibris. Ouais. Dans les entreprises, dans les associations, dans la vie de la cité, c'est un travail collectif, comme toutes les grandes œuvres. Il n'y a plus qu'à se retrousser les manches et on y va. Merci David. Merci. Bye bye. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.